leur vision de la place de la France dans leur stratégie de développement. Développer enfin, sur votre stratégie, rappelez peut-être de quelle fenêtre vous parlez, et puis dire un petit peu là encore la place que vous voyez à la fin dans la stratégie. Patrick Walker n'est pas parti et il n'est pas caché sous sa chaise, il doit être juste aux alentours. Peut-être Sébastien, est-ce que vous voulez prendre le... Donc je parle à la place de Patrick Walker et je parle de Facebook. Non, à la vôtre, mais au pupitre si vous voulez, ou comme vous voulez. Je sais pas, moi je pourrais... C'est comme vous voulez. Non, moi je suis bien, moi c'est dans mon petit siège. Donc bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Donc je pense que la première chose, parce que contrairement à Google et Facebook, qui sont des entreprises que vous connaissez probablement tous bien et que vous utilisez quotidiennement, je pense que c'est moins le cas pour Alibaba. Est-ce qu'il y a des gens ici qui utilisent une des plateformes d'Alibaba? Levez la main. Ah, qui vous utilisez quoi? Qui? AliExpress? Voilà, donc AliExpress qui est la seule plateforme d'ailleurs qui peut être utilisée si vous n'êtes pas chinois. Donc Alibaba, c'est une entreprise en effet de commerce électronique, mais pas que. Je pense qu'elle est connue comme étant une entreprise d'e-commerce. On parle souvent, parce qu'on a besoin de faire des rapprochements en Occident, que c'est l'Amazon chinois, c'est le eBay chinois, c'est aussi le PayPal chinois. La réalité, c'est que c'est à la fois ça, mais beaucoup plus, et surtout c'est très différent parce que le comportement du consommateur est différent là-bas. Ses attentes aussi. C'est un pays dans lequel on est passé directement en fait au mobile, sans vraiment passer par la case desktop, et où il y a eu une révolution, et une révolution qui continue d'ailleurs dans le commerce et dans la consommation. Et donc aujourd'hui, c'est des plateformes d'e-commerce, tout à fait, mais c'est aussi des plateformes de divertissement, puisque you can come and sit with us, Patrick, it's okay. Donc des plateformes de divertissement, on a l'équivalent du YouTube chinois qui s'appelle Youku, appartient à notre galaxie, l'équivalent du Twitter chinois qui s'appelle Weibo est aussi dans notre galaxie, et puis surtout je pense que il y a aussi des plateformes pour rapprocher plus encore de Google, de localisation comme UC Web qui est un browser, et une plateforme qui permet de navigation aussi, qui est très forte. Ce qui est intéressant en fait dans tout ce qu'on fait, c'est que là où les signaux qui sont donnés par les consommateurs français ou américains sont très fragmentés, à savoir que notre identité sur Facebook, sur Twitter, sur Google, elle est différente. Et puis de toute façon, c'est des entreprises aussi qui sont différentes. Moi, aujourd'hui, je peux aller faire une recherche sur Google sans être identifié. Et on peut pas savoir si je suis un homme, si je suis une femme, si j'ai 20 ans, si j'ai 70 ans. Donc je suis, alors que sur les plateformes d'Alibaba, tous les signaux sont regroupés. Donc qu'on fasse une recherche produit, qu'on achète un produit, qu'on consomme une vidéo, etc. C'est sous un seul et même identifiant, ce qui derrière permet d'avoir une richesse de données qui est absolument phénoménale. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que la vraie révolution et la vraie différence d'Ali, c'est qu'on a aussi un système de paiement qui s'appelle Alipay, qui est utilisé par 500 millions d'utilisateurs, et que pour créer un compte Alipay, il faut donner sa carte nationale d'identité. Donc on sait que la personne qui utilise nos plateformes s'appelle Wanling, qu'il a 34 ans et qu'il habite à Shenzhen. Donc ça permet, le champ des possibles autour de ça est absolument phénoménal, et je pense que la force, et c'est un peu la partie cachée de l'iceberg, ce qu'on ne sait pas forcément, ce à quoi on ne pense pas forcément quand on pense à Alibaba, c'est la donnée et notre capacité de l'exploiter et de la développer, ce qui est à la fois une chance pour toutes les marques et toutes les entreprises avec qui on travaille en partenariat, et qui, pour le consommateur, est aussi intéressant parce que ça nous permet de lui proposer des produits et des services complètement adaptés
à ce qu'il recherche et ce qu'il attend. Là, je voulais revenir une seconde aussi sur le paiement, parce que c'est important de comprendre que en Chine, il y a une autre révolution qui est cette révolution du paiement. Quand je reviens en France, je me rends compte à quel point on est encore à l'âge de pierre là-dessus, puisque aujourd'hui, un consommateur chinois, sa journée entière, elle est rythmée par des achats avec son téléphone mobile, que ce soit de son café le matin à un coca l'après-midi dans un distributeur, au restaurant, vous êtes 4 à déjeuner, vous pouvez partager l'addition et payer automatiquement juste avec votre téléphone. Et tout ça, c'est un swipe, un QR code, et ça prend toujours 1 seconde et pas plus. Alors que nous, on est encore en train de se poser la question de savoir si on a 2 € sur soi le matin pour acheter soit une baguette, soit Le Figaro. Et si on ne les a pas, je connais peu de kiosques qui prennent la carte bleue. On a les mêmes problématiques quand on va dans des magasins de savoir si on va atteindre la limite des 10 € pour pouvoir payer. Et si on n'y arrive pas, moi, il m'arrive de sortir d'un magasin parce que j'ai pas pu, parce que j'ai pas atteint la barre des 10 €. C'est quand même dommage, ils ont perdu 8 €, mais c'est pas grave. Et encore pire d'ailleurs dans l'e-commerce, où si vous n'avez pas acheté sur une plateforme auparavant, vous allez devoir rentrer 16 numéros de votre carte bancaire, les 4 numéros de la date d'expiration de cette carte et les 3 numéros de sécurité au dos. Et éventuellement, votre banque va vous envoyer un SMS avec 6 autres numéros à rentrer. Ça fait 24 freins potentiels à l'achat. En Chine, ça n'existe pas. Il n'y a aucun frein à l'achat. Et ça, c'est quelque chose qui change vraiment la donne, et qui, à mon avis, fluidifie le commerce et fait qu'il y a un développement d'ailleurs de l'e-commerce en Chine qui est sans commune mesure avec ce qui se passe ici. D'ailleurs, aujourd'hui, l'e-commerce en Chine, ça pèse 18% du commerce global. C'est plus de 2 fois plus qu'en Occident. En France et aux États-Unis, c'est autour de 7-8%, donc c'est plus que le double. Et l'autre chose, c'est qu'il n'y a que la moitié de la population qui est en ligne, alors qu'aux États-Unis ou en France, on est à 90% de la population en ligne. Donc vous imaginez, en fait, on n'est pas à 18%, on est à 36% de la part du commerce qui est de l'e-commerce. Donc le potentiel et le développement, il est encore absolument phénoménal. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce qui se passe sur ce marché. Maintenant, par rapport au thème et la raison pour laquelle on est là, c'est que pour laquelle on a ouvert un bureau en France maintenant il y a 2 ans et dans d'autres pays d'Europe, c'est parce que le consommateur chinois, il est extrêmement friand. En fait, son objectif, c'est de passer en mode premium, de monter en gamme dans sa manière de consommer. Et la grande chance qu'a la France, c'est que tout ce qui a le sceau de Made in France, même si parfois derrière les marques font du fabrique en Chine, mais bon, c'est pas très grave, il y a le sceau en tout cas de la conceptualisation, hein, un peu comme si vous voyez sur votre iPhone, il y a écrit Assembled in China et Designed in California. Dans tout ce qui est aujourd'hui la cosmétique, la mode, l'alimentaire, le vin et la puériculture, donc tout ce qui est lié à l'enfant, il y a une vraie appétence pour les produits qui sont soit made in France ou au moins conçus et designés en France. Donc dans notre logique de développement international, qui est forte, parce qu'aujourd'hui on a un marché qui est gigantesque, 500 millions de clients, on travaille on a un objectif qui est de toucher 2 milliards de clients à terme. Et trouver ces 2 milliards, on va les trouver dans des réservoirs de consommateurs qui peuvent être l'Asie du Sud-Est, où on a fait un investissement conséquent, en Inde aussi, sur lequel il y a encore 1 milliard de personnes à aller chercher, en Amérique du Sud potentiellement. Mais l'idée, c'est de connecter un maximum de marques et de produits à ses clients de la manière la plus fluide possible. Et clairement, il y a une demande très forte pour les produits français. Donc aujourd'hui, notre premier métier, c'est de permettre à un maximum de marques françaises, aujourd'hui il y en a à peu près 200, de vendre sur nos plateformes en Chine. C'est des grosses... Alors, il y a des entreprises du CAC 40 comme L'Oréal et Danone, mais ils n'ont pas attendu qu'on ouvre un bureau à Paris pour être présent sur Tmall. Mais par contre, des boîtes comme Nux, comme Baccarat, comme Baby Move, qui fait des très belles poussettes, se sont lancées sur les derniers mois et commencent ou Bernard Magret aussi, qui fait du vin, bien sûr, se sont lancés sur nos plateformes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire ce pont en fait, entre la France et la Chine et vendre ce concept de Made in France for China, quelque part.
et de le développer au maximum. L'autre chose qu'on fait et qui est importante dans le développement international, c'est de fluidifier le tourisme chinois en France. Aujourd'hui, en nombre de touristes, c'est relativement faible encore. On n'est entre 1,8 et 2 millions de touristes chinois. Mais Xi Jinping, quand il était à Davos en janvier dernier, il a donné un chiffre incroyable qui était de dire qu'en 2001, le nombre de voyages qui avaient été effectués hors de Chine était à moins de 10 millions. Et en 2020, ce sera plus de 700 millions. Donc le potentiel de tourisme, et c'est là où la France a un vrai rôle à jouer aussi, puisque dans les destinations qui sont les plus recherchées, donc la destination la plus recherchée par le touriste chinois, elle reste en Asie aujourd'hui. Ils préfèrent aller au Japon, en Thaïlande, c'est plus près forcément, comme nous on va plus facilement en Espagne ou en Grèce qu'on va en Australie ou en Afrique du Sud. Mais il y a une baisse de ce tourisme-là, le tourisme asiatique, qui a année sur année à moins 14%, alors qu'il y a une augmentation de 20% du tourisme vers l'Europe. Donc après, le sujet, c'est est-ce qu'ils vont venir en France ou est-ce qu'ils vont venir en Italie, en Angleterre ou ailleurs? Alors quand il y a des attaques de bus au gaz lacrymogène, comme ça s'est passé la semaine dernière malheureusement, ça fait qu'il y a plus de touristes qui vont aller justement en Angleterre et en Italie et consommer là-bas, sachant que quand vous regardez les chiffres dans les grands magasins aujourd'hui à Paris, le tourisme chinois fait 5 à 6% du trafic et fait 40% du chiffre d'affaires dans certaines de ces entreprises. Donc il y a un potentiel absolument phénoménal qui peut aussi être augmenté par justement l'utilisation d'applications de paiement. Et puis la logique de l'application de paiement, ça veut aussi dire que derrière, il n'y aura pas de problème de personnes qui se feront attaquer parce qu'ils n'auront pas de cash sur eux. Aujourd'hui, ils sont attaqués aussi parce qu'on sait qu'ils portent beaucoup de cash sur eux. Mais nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de développer l'attractivité donc aussi de la France, de fluidifier les choses en leur permettant, par exemple, en amont de leur voyage, parce que j'ai oublié de le dire d'ailleurs en la présentation de l'entreprise, on a aussi un site de voyage qui s'appelle Alitrip, qui est le deuxième plus gros site de voyage en Chine. Et la logique d'Alitrip, c'est de pousser justement des destinations, mais une fois que quelqu'un a booké, un touriste chinois a booké un vol pour la France et un hôtel, c'est de lui permettre par exemple d'acheter un billet de train pour aller à Bordeaux ou pour aller voir les châteaux de la Loire. Donc on a fait un partenariat avec la SNCF, ou le site dans mandarin, ils vont recevoir ensuite un QR code sur leur téléphone, ça ils savent gérer, et ils recevront toutes les informations et ils pourront aller gare Montparnasse ou gare de Lyon et monter dans leur train. On leur a dit que ce sera sur telle ou telle voie en chinois, alors que imaginez il y a 2 ans, s'ils allaient au guichet parlant ni anglais ni français, ça aurait été un peu complexe d'acheter un billet pour aller ailleurs. Et l'idée, c'est qu'ils puissent acheter leur billet de train, mais également acheter une croisière sur la Seine, des places pour aller au Lido et autres. Et puis, une fois qu'ils seront présents dans le pays, qu'ils puissent payer au maximum. Moi, je pense que l'objectif à terme, ce serait de dire que leur faire une promesse que partout à Paris, que ce soit dans un restaurant qui les intéresse, que ce soit dans un magasin qui les intéresse, ils puissent payer avec leur téléphone. C'est leur manière aujourd'hui de le faire en Chine et ils ont envie de le faire aussi ici. Pardon ? Oui. Peut-être pour ne pas rester simplement sur le tourisme, sur le... J'ai parlé d'autres choses, non, avant ? Oui, j'entends bien. Non, mais sur la stratégie vidéo d'Alibaba, cet été, il y a eu un grand papier dans le Figaro disant Alibaba va créer le Netflix chinois. Donc, est-ce que d'ailleurs c'est plutôt Netflix ou est-ce que c'est plutôt un modèle à la Amazon dans lequel les contenus sont utilisés comme driver pour attirer vers le commerce? Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots? Aujourd'hui, ce qu'on a fait, surtout au niveau des contenus, c'était plus axé sur le cinéma, déjà dans un premier temps, à savoir qu'on a créé une entreprise qui s'appelle Ali Pictures, qui est présente à Los Angeles. On a un bureau là-bas. Et aujourd'hui, on coproduit des films. On a coproduit le dernier Mission Impossible, par exemple. Notre logique, elle est surtout de suivre le consommateur, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que la première révolution, elle a été dans les produits, d'où la logique de Tmall, d'où la logique de l'achat de produits. La seconde révolution, elle est dans le tourisme, ce dont j'étais en train de parler. Et la troisième, elle est dans le divertissement. Donc notre logique d'investissement dans les contenus, elle est liée à
et d'ailleurs, enfin, c'est l'histoire de cette entreprise, hein. Alibaba a commencé en 1999 en faisant du B2B, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des entreprises qui avaient accès à Internet. Et on faisait du lien entre les entreprises. Aujourd'hui, avec l'internaute devient de plus en plus... enfin, il rattrape un peu quelque part son retard, et maintenant, je pense même, par certains aspects, a pris de l'avance. Donc nous, on veut suivre en fait cette évolution-là, d'où le rachat de Youku, qui a été quand même, en termes de contenu, la première chose. Racheter une plateforme qui est l'équivalent d'un YouTube, c'est aussi une manière de faire. Et après, sur les contenus, on verra. Mais le sujet, peu importe quelque part le business model, pour nous, je pense que le sujet, c'est répondre à la demande de notre consommateur, et aussi derrière, ce que je disais tout à l'heure, sur cette partie cachée de l'iceberg, qui est en fait la data que ça va générer. Je ne pense pas qu'on ait des velléités, on ne se pose pas la question de se dire, en investissant, est-ce qu'on va pouvoir créer un modèle à la Netflix, ou est-ce qu'on crée plutôt un modèle à la Amazon? Si on crée Mais le sujet, c'est est-ce qu'on va répondre à la demande de notre consommateur, et qu'est-ce que ça va faire comme génération génération de données. Voilà. Donc, c'est un troisième modèle. Troisième modèle, absolument. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Laurent, au pupitre. Donc, directeur des partenariats stratégiques médias et entertainment. Tout à fait. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Très bien. Bonjour à tous. Merci Philippe. J'aimerais commencer par un petit sondage dans la salle, parce que la question qui m'a été posée, c'est: la France est-elle un marché stratégique pour Google? Donc entre 0 et 10, 0 étant les responsables de Google en Californie ne savent pas où se trouve la France, 10 étant toutes les décisions de Google prennent en compte leur impact sur le marché français. À votre avis? Est-ce que vous pouvez me montrer avec les mains, comme ça j'ai une petite idée de ce que vous... Donc j'ai du 0, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 7 au fond. Google n'a pas le droit de voter, là je vois deux personnes. J'ai bien fait de venir, merci Philippe de m'avoir invité. Peut-être pour commencer, 3 dates clés dans la vie de Google en France. 2004, Google s'installe en France, avenue de l'Opéra, avec moins de 10 employés. Et je crois que Sébastien faisait partie de la première vague de gens de Google en France. Deuxième date clé, 2011, agrandissement de l'implémentation de Google en France, déménagement rue de Londres, dans nos bureaux actuels, ouverture du bureau avec le président de la République de l'époque et le maire de Paris, donc signal fort de l'implémentation de Google en France. Troisième date, 2017, le nouveau patron, nouveau directeur général de Google France, Sébastien Missoff, annonce que nous allons doubler la superficie des bureaux en France et augmenter de plus de 50% les effectifs. Donc, comme vous le voyez, l'investissement de Google en France a été continu depuis son implémentation en 2004. Et Google France, c'est vraiment devenu un campus qui compte. Aujourd'hui, 700 employés, donc plus de 1000 demain, avec notamment des ingénieurs de pointe qui travaillent sur YouTube, sur Chrome, sur Google Arts and Culture. Et ça, c'est le premier élément de réponse à la question: la France est-elle un marché stratégique pour Google? Et clairement, la réponse est oui. Le rôle de Google en France, c'est d'accompagner la transformation numérique de la France. Or, il y a un paradoxe français. Au niveau des utilisateurs, on est à plus de 80% des gens qui font des achats sur Internet. Par contre, quand on regarde les PME, seuls 16% des PME en France utilisent l'e-commerce. Donc on a un vrai décalage entre, d'une part, des utilisateurs avancés dans leurs utilisations numériques, et d'autre part, les acteurs économiques et culturels qui sont en général plus en retard, notamment que leurs voisins européens. Selon la Commission européenne, la France est 16e dans le classement des économies numériques en Europe. Donc le numérique, c'est un sujet prioritaire pour tout le monde en France. Gouvernement, entreprises, étudiants. Selon une étude Roland Berger, il y a plus de 50 000 postes à pourvoir dans le numérique actuellement. Et à horizon 2025, ils estiment à plus de 10% le PIB supplémentaire qui peut être généré grâce au numérique. Donc l'objectif de Google France, c'est d'assurer que la France peut rejoindre le peloton de tête d'ici à 2020. Donc comment est-ce que nous faisons cela en France?
3 choses. Des partenariats, la prise en compte de l'écosystème français, la mise en place de programmes de formation spécifiques. Donc je vais développer rapidement ces 3 points. Sur les partenariats, et je vais prendre l'exemple des médias, puisque nous sommes ici aujourd'hui. Donc nous croyons fortement à l'approche partenariale et collaborative. Et Philippe, pour réagir à ce que tu disais, nous avons entendu nos oreilles siffler. J'ai aussi entendu beaucoup de bonnes choses sur la manière dont on travaille en collaboration avec des acteurs clés de l'écosystème. Donc dans le secteur des médias, par exemple, et je vais prendre ce que je connais de manière plus proche, avec les chaînes de télé. En France, Canal+, France Télévisions, M6, TF1, nous avons changé la manière de travailler avec eux, nous l'avons amélioré. Qu'est-ce que nous avons fait concrètement? De part et d'autre, nous avons identifié un interlocuteur clé qui est en charge d'identifier tous les sujets de travail en commun. Nous faisons des revues régulières au niveau comité exécutif, et tout cela avec 3 objectifs en tête. 3 objectifs. Premier objectif avec les chaînes de télé, augmenter l'audience. Donc prenons l'exemple de YouTube, avec France Télévisions. France Télévisions, probablement un de nos meilleurs partenaires en Europe. YouTube permet à France Télévisions de toucher une audience complémentaire. Si vous prenez le contenu de France Télévisions sur YouTube, plus de 60% de l'audience a moins de 34 ans d'âge moyen, alors que l'âge moyen traditionnel de France Télévisions se situe aux alentours de 60 ans. Ce matin, nous avons entendu, pas spécialement français, mais Guillaume Depoche parler de la manière dont YouTube était utilisé par le groupe RTL pour générer une audience complémentaire. Donc ça, c'est le premier objectif dans nos partenariats avec les chaînes de télé. Deuxième objectif, augmenter la monétisation des vidéos. Et là, je prends l'exemple de TF1 et de M6. Lors du dernier Euro de football, avec TF1 et M6, nous avons testé la technologie d'insertion de publicité dynamique. Cela consiste à remplacer le flux linéaire de publicité dans le live par des publicités targetées sur tous les écrans autres que le téléviseur. C'était une première mondiale pour Google de le faire en France avec des partenaires français. Et les résultats ont été très positifs. 1 million de téléspectateurs supplémentaires targetés par la publicité, 130 annonceurs supplémentaires, 95% de visibilité publicitaire. Augmenter l'audience, augmenter la monétisation. Troisième objectif que nous avons avec ces partenaires, innover. Et innover notamment dans les contenus. Autre exemple sur l'innovation, Google News Lab. Google News Lab, c'est une équipe dédiée que nous avons mis en place pour aider les journalistes et les rédactions à utiliser nos outils. Donc, si vous avez regardé des émissions politiques dernièrement ou des débats, vous avez pu constater que les journalistes font l'utilisation de Google Trends, qui sont les tendances constatées sur l'outil de recherche Google et qui vous permettent, par exemple, dans un débat télévisé, de voir quels sont les pics de réaction des téléspectateurs, des internautes, ou alors les questions qu'ils se posent le plus. Donc, à nouveau, amener la technologie dans les contenus utilisés par nos partenaires. Donc ça, c'est le premier axe. Faire des partenariats approfondis avec les acteurs économiques et culturels. Et j'ai pris l'exemple des médias, mais nous faisons ça dans tous les domaines. Deuxième partie, prendre en compte les opportunités et les spécificités de l'écosystème français. Je vais rester dans le monde des médias. Récemment, nous avons signé un accord avec l'ALPA. Donc, j'imagine que vous êtes familier avec l'ALPA, l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle. Nous avons fait cela sous l'égide du ministère de la Culture et du CNC, dans le but de mettre à la disposition de l'ALPA et de ses membres les outils que nous avons développés sur nos plateformes pour suivre et protéger les œuvres sur nos plateformes. Et dans le cadre de cet accord, nous proposons un accompagnement technique, pédagogique sur le long terme pour l'ALPA et pour ses membres. Initiative spécifique pour l'écosystème français que nous déployons ici. Troisième partie, j'ai parlé des partenariats, l'écosystème. Troisième partie, des programmes de formation spécifiques. Donc nous avons mis en place des programmes de formation sur mesure pour les entreprises, les étudiants, les créateurs, pour qu'ils tirent le meilleur parti du numérique. En mai dernier, nous avons annoncé un City Tour, en bon français. Nous entreprenons le tour de 100 villes en France en un an, avec comme but de former 70 000 Français aux outils du numérique. Comme je le disais, ça va des enfants à qui on peut apprendre à coder, jusqu'aux professionnels à qui on apprend à se référencer dans Google Maps, à utiliser différents outils.
Ainsi, comme vous le voyez, la glocalisation, en France, nous l'expérimentons tous les jours. Donc la glocalisation chez Google, quand on travaille en interne chez Google, c'est cette tension entre notre objectif principal, qui est d'atteindre le plus grand nombre de gens au niveau mondial, mais la nécessité que nous avons de prendre en compte les spécificités locales. Et au sein de Google, la France a une voix qui compte. C'est un pays important. D'une part, pour ce que je disais, la maturité des utilisateurs sur le numérique, mais aussi d'autre part, à cause de la diversité des débats qui nous animent ici et qui sont pris en compte. Je vais prendre 2 exemples d'initiatives qui sont nées en France, qui ont été initiées ici et ensuite ont essaimé à un niveau beaucoup plus large. Le Fonds pour la presse. Le Fonds pour la presse est né en France et a donné lieu ensuite à ce que l'on appelle le DNI, qui est la Digital News Initiative, au niveau européen, pour travailler de manière beaucoup plus proche avec les acteurs de l'industrie des news. Deuxième exemple, l'Institut culturel. L'Institut culturel a été lancé en France au moment de l'ouverture du bureau en 2011, avenue de l'Opéra. Aujourd'hui, il a donné naissance à notre application Google Arts and Culture, qui est disponible au niveau mondial, que je vous invite à aller télécharger et utiliser. L'importance de la France, on la voit aussi quand nous lançons des produits. Quand nous lançons des produits au niveau européen, dans les marchés non anglophones, la France est très souvent priorisée. Notre enceinte connectée Google Home, que nous venons de lancer en août dernier, la France était le 2e marché derrière le Royaume-Uni. Donc, à nouveau, marché stratégique pour nous. Google France, j'espère que j'ai réussi à vous augmenter peut-être cette note de 2 ou 3, mais Google France est bien plus qu'une filiale aujourd'hui d'un groupe américain. Nous nous engageons sur le terrain, et pas uniquement à Paris, mais dans la France entière, pour permettre à la France d'accélérer son développement numérique. Mise à disposition d'outils, programmes spécifiques, partenariat avec les acteurs économiques et culturels. D'autre part, cette année, nous sentons qu'il y a un vrai vent d'optimisme en France. On a débloqué des choses. Nous nous trouvons dans une dynamique où il y a plus d'envie du côté de nos partenaires. Et donc, nous sommes, d'où cette envie redoublée d'investir en France et de travailler au développement numérique du pays. Donc, accord avec l'ALPA, Google Arts and Culture, nous sommes vraiment à l'écoute des opportunités, des nouvelles opportunités qui permettent d'apporter plus à l'écosystème français. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des choses que vous pensez vouloir développer avec Google, faites-nous parvenir ces idées. Et vous pouvez passer par Philippe, bien sûr, qui nous fera passer toutes. Mais donc, je vous remercie de votre écoute et je suis disponible pour toute question que vous avez. Merci beaucoup, Laurent. Il faudra simplement qu'on discute du niveau de la commission perçue par l'interne. Si on développe l'idée et qu'elle est profitable. Patrick Walker, qui est... Il faut que je connecte le laptop. Je suis moitié palestinien, moitié américain, né aux États-Unis, mais je parle français. Marié avec une niçoise, 4 enfants français. Mais aujourd'hui, je vais parler en anglais, parce que je parle français comme un vache américain. I look after the media partnerships team for Facebook in Europe, Middle East, and Africa. I've been in the company for about 14 months, and it's been a remarkable journey, even in such a short amount of time. How much we as a company are still learning, based mostly on feedback we get from the partners we work with, the people that use our products, and of course, there's been a lot of discussion in the press about Facebook as well. And we're learning every day. Sometimes it's hard to think that we started out as this place where students were connecting with one another. How many people use Facebook today? Okay. How many used Facebook 5 years ago? 10 years ago? 15 years ago?
Il y a toujours quelqu'un. We're 13 years old as a company, so we didn't exist 15 years ago. Maybe it was MySpace you were using or something. So that's how fast things change. We, like you, are all subject to the vast, rapid transformation that technology is bringing every day, that we have to be very rapid in our response, we have to be very thoughtful, and there's always somebody new waiting in the wings to introduce new services. And so we think very carefully about this. And we're very honored that there are 2 billion people around the world who spend their time with Facebook. But it's also an enormous responsibility. And we learned this year that by just connecting the world, it's not good enough. We need to do better than that. We need to make sure we're keeping people safe, we're protecting copyright, we're keeping misinformation off the platform. Even if it's a small amount, that's too much. And we know people don't want that on the platform. So that's also why this year we transformed our mission from just connecting the world to bringing communities closer together and making the world bringing the world actually closer together. And we're spending a lot of time on that, not just through the products we built, but also in our work with the media industries, with journalists, with publishers. And I'm going to talk to you a little bit about a very specific project we launched at the beginning of this year called the Facebook Journalism Project. Now, this was very new for Facebook because historically, we would build a product, we would send a message to partners working with us, we'd say, try this product. We never opened our doors to engineers, executives from other countries and partners to say, let's sit in a room together in Paris, in Berlin, in London, in New York, in California, and hear your feedback. And let's develop a strategy to work together and develop products that are really suitable for you and that are also good for the people that use Facebook every day. That was a massive shift for a company that was actually very opaque, producing great products, but not really listening to the industry. And not just listening from California, but since this last year, we've placed team members or deepened the team members in countries like France, in countries like Germany, putting people in the Middle East and other places where the feedback that we receive in these countries is as important as the feedback we receive in New York or Seattle or Los Angeles. And that's a huge transformation. So the three main pillars of what we're doing for the Facebook Journalism Project. One is collaborative development of products around news. Another one is training and tools for journalists, because the world moves very fast and we have to keep people up to speed and learn from them as well. And then training and tools for people, for the general public, to help them get more informed and help keep them from misinformation, and also to help us improve our products. So first, on collaborative development of news products, the number one request we had from our partners was really about revenue, monetization. Sure, I use Facebook because I grow my audience. That's great. I can connect with people, I leverage the tools, but how do I generate new revenue on the platform? And one of the most important inputs that we had that we weren't even considering was to introduce a subscription mechanism through Facebook, through the news feed, and through instant articles that never existed before. And so we set about, with feedback from a group of news organizations in Europe and in the US, and now we have 10 partners, including the Parisien in France, that are part of an alpha trial of a subscription product that we only launched a few weeks ago. And we're very fortunate to have such great input and feedback from partners here who are in many ways our closest partners, but also our biggest critics. And that feedback is useful, but this collaboration, we hope, will lead to an expansion of our subscription services worldwide. News credibility. Many people around the world are getting their news now through social media, through Facebook. And we heard feedback that people didn't recall necessarily the source of that news. Now, that's not good for the user, that's not good for us, that's not good for our news partners. So feedback we had in our sessions was, why don't we make more visible our logos? Why don't we link back through our stories back to our own pages? Why don't we show some differentiation through credible historical news organizations and those that maybe came from nowhere, so that people could be better informed and the partners could benefit from that brand recognition. So that's something we've also launched. Training and tools for journalists. Now, this is really important. We have a motto at Facebook, which is to be open. And we go and we listen, and we really invested a lot this year in 75 different projects, working groups, newsroom trainings, and also hackathons in places like Paris, where we introduced what's the latest with our
CrowdTangle research and data products? What's the latest with Facebook Live, and how can you use this as a journalist in the field? What's the latest with instant articles, and how can you generate new revenue? How can you create new connections? How can you introduce people to your independent app? And this has been remarkable, both in terms of the feedback we've had, but also in terms of the impact it's had on our own understanding of how to improve our own products. The final area within the Facebook Journalism Project is training and tools for people, because no matter how much we work together with the industry to improve the situation and to improve our tools, if we don't recognize there are a lot of people out there who've never been trained in digital literacy, who never really understood how they can actually give feedback and participate in making sure that Facebook is a great, safe place for information that's useful and beneficial, is creating different ways to educate them, both in the schools, but also the general public. So we launched public service announcements in 7 different languages where people could go and understand how do you spot something that might not be a legitimate news source, and how do you let us know if you find it. We also have been working in France with a number of local players, including Le Monde and AFP, for third-party fact-checking, both with technology and with their expert journalists, to make sure that if somebody identifies a source of information they think is questionable, they flag that to us, it automatically goes to our third-party fact-checkers who can provide a check, and in the case of something that's proven to be false, also provide a related article verified by a third party that is fact-checked news. This has been a big transformation. Now, not one of these things can solve the problem. There's no silver bullet, but the combination of education and tools and training and collaboration with our partners is particularly helpful. The other thing we're focused on is removing financially motivated spam. We found that a lot of the misinformation was actually people seeking to make a quick euro by misinforming, using clickbait and spam, and we're pushing back very hard, tracking them down. A lot of this happens behind the scenes. How many of you remember your first email account where you had lots of spam in your inbox? You had all these sort of unwanted messages. You probably would agree that today, in your Gmail account or whatever email you're using, you have a spam folder and it's full of stuff, but you don't see it in your main news inbox, your main email inbox. This is not dissimilar. So we're tracking down bad actors. We're degrading within the feed those who have a questionable background or questionable behavior, or removing them altogether. We're also making sure that they don't use our advertising products and our monetization products. Now, that's the Facebook Journalism Project. Another thing that we have been really excited about at Facebook is video. Video is now one of the most important ways of self-expression for organizations, media organizations, but also for individuals. About half of all traffic on the mobile networks today is video. We suspect that'll be 75% within 5 years. And so we're really building Facebook to be a video-friendly place. And we're very pleased that some of the most innovative uses of our video products have come from France. Whether that's TF1 integrating live for Facebook during the elections, or others leveraging our behind-the-scenes cameras to make sure that they are taking feedback from people in between broadcasts. We found that Facebook, together with traditional broadcast, can be really complementary and provide a lot more impact and a lot more engagement with audiences. Here's just one example from TF1. Oh, can you hear that? I guess you can. She's saying something in French about the election. So not just with broadcasters, also with radio and print media. One thing that I think, if any of you were working in radio or print media, is you've probably felt the pressure to start creating video as well. It's an important means of communication, particularly with younger audiences. You may be hiring video journalists, or what I call predators, producer editors, that can go out and make short-form video that resonates with the people who are interested in what you have to say. And tools like Facebook Live, which has real-time interactions. It empowers journalists in remote parts of the world to go live instantaneously with real-time feedback, safely, quickly, inexpensively. And it even helps traditionally print organizations like Le Monde do real-time live Q&As. It doesn't take a lot of production capabilities. It doesn't cost them a thing in terms of using our technology, and allows them to connect deeply in a way that complements their traditional output. And lastly, we're very excited about working closely with some up-and-coming digital-first organizations like Brut. They've been quite remarkable, and there are a number of organizations like this around the world, but Brut is a digital-first, born online company, started here in France, now recently expanded to North America, and they are due to have, probably on schedule, about 1 billion views of video this year.
Now that's quite remarkable for an organization that started from zero with some young, smart, fast-moving entrepreneurs and journalists. And I think it's a really good message as well, because they're not just teaching us about how to be nimble and use our tools. They're also working and teaching others in the traditional media space that actually it doesn't take big budgets. It just sometimes takes some creative thinking to adjust yourself, to create programming and content that is suitable for the younger audience in a suitable way. So I'll just show you this video. Ça commence là, regarde, ça commence. I will build a great, great wall. À court terme, ça me paraît difficile. Je vous le dis, ça ne marchera pas. That's quite fun. So we're very pleased that Facebook can play an important role in connecting France with the world, but also bringing the world to France in a seamless way. The way we build our teams is really about a global strategy with a regional team structure and local execution. And I'm really pleased we have people like Edouard in the audience who leads our office here in France and looks after Southern Europe. And we're putting more people with different expertise in market. If you want to monetize, get some consultation around use of tools, train your journalists, we're available. But we're only really just starting. And we have a lot of work to do. And your feedback and participation is crucial for our joint success. So, merci beaucoup. Thank you very much to you all. And maybe we will have our last part. Dernière partie donc de ce. Merci beaucoup à tous les trois.